Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Je vous laisse prendre place. Tac. Waouh, super, on a démarré à l'heure, 11h30, c'est parfait. Donc, bienvenue dans ce webinaire de l'annuaire QVT. Je suis Sonia Rive, donc la fondatrice de l'annuaire QVT, un collectif de professionnels qui œuvrent pour l'amélioration de la qualité de vie au travail en France. Un collectif basé sur des belles valeurs humaines. Et du coup, je vous accueille aujourd'hui sur ce webinaire assez particulier, très punchy, sur la thématique. On démonte tous les clichés de la QVT. Et pour ça, j'ai deux intervenants bien engagés sur le sujet qui m'accompagnent. Je suis ravie. Bonjour Vincent, bonjour Julie. Bonjour. Bonjour. Donc bonjour à tous. Je vois que vous êtes bien en train de prendre possession aussi du chat. C'est génial. Donc, quelques règles avant de commencer le webinaire et de rentrer à fond dans le sujet. Vos micros, chers participants, et les vidéos sont coupés. Vous êtes beaucoup à vous être inscrits sur ce webinaire aujourd'hui, donc ça évite tous les bruits parasites et ça nous assure une bonne qualité de la diffusion du webinaire. Vous avez donc ce fameux chat que vous pouvez utiliser, et pour toutes les questions que vous voulez poser pendant le webinaire, vous avez un onglet questions, donc vous pouvez mettre vos questions dans l'onglet questions. Il faut savoir qu'on va être dans un échange type table ronde virtuelle avec Julie et Vincent pendant 45 minutes, et on se garde 15 minutes de questions-réponses à la fin avec vous, les participants. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans l'onglet questions et on y reviendra. Et d'ailleurs, on a une modératrice, Laïla, qui est là pour assurer le bon fonctionnement du chat et vous faire des petits coucous. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez nous faire un petit coucou sur ce fameux chat. Si c'est OK pour vous, vous pouvez nous mettre un petit OK dans le chat et on va pouvoir lancer tout ça. Super, merci Florian, Nathalie, Cindy, waouh, vous êtes nombreux aujourd'hui, c'est chouette. Bon, bah alors, si c'est OK pour vous, c'est OK pour nous. Voilà, bah, là, je vous remets un petit coucou qui est là, les intervenants, notre modératrice Leïla, et on y va. Alors, on se lance, on démonte tous les clichés de la QVT. Pourquoi ce thème aujourd'hui? Parce qu'en fait, ça fait 1 an qu'on a quand même changé d'acronyme, QVT, QVCT. Il y a le débat qui est pas mal sur la table. Je sais que même dans nos entourages, quand on nous dit « Ah, t'es dans la sphère de la QVT, tu fais de la qualité du travail, super !» Nous, on a fait un cours de sophro, l'autre fois, on a fait du yoga. Donc, dans l'inconscient collectif, on est beaucoup sur ces clichés-là, baby-foot, yoga, corbeille de fruits, pour parler de QVT. On va voir si nos intervenants définissent la QVT de cette manière-là ou pas, si on garde ces clichés-là ou on les démonte un petit peu. Donc pour ça, Vincent Beau du cabinet Master, que j'ai invité parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle « La QVT, on arrête avec ses conneries ». Et j'ai bien aimé ce côté très punchy, très engagé. Donc je l'ai invité sur ce webinaire-là. Donc Vincent est arrivé dans le prisme dans la QVT par le prisme plutôt de la prévention. Il a été à la direction de la CARSAT pendant longtemps. On voit un sacré CV. Et Julie Artiste, qui est notre CHO engagé, Chief Happiness Officer, qui est arrivée justement dans le prisme dans la QVT par le prisme plutôt du bonheur au travail. Donc, on va aussi s'en parler. Merci à tous les deux d'être là. Et sans plus tarder, on rentre dans le sujet. Et je vais m'adresser à Vincent, étant donné qu'il a quand même une casquette direction CARSAT, on est quand même dans quelque chose d'un peu plus verrouillé, un produit pur aussi de l'INRS, donc il va nous parler de la QVT et de sa définition. Donc Vincent, qu'est-ce que tu me réponds quand je te dis QVT? Que mets-tu dans cet acronyme? Ok, d'abord, je m'excuse, je voulais juste remercier Sonia pour l'invitation. J'y suis très sensible. Et tu sais, c'est pas parce que je viens de la CARSAT que je dis des trucs bien, hein, ça se saurait. Donc, si on commence par là, je vais pas répondre à la question directement. Je vais dire qu'est-ce que c'est pas, si tu me permets, Sonia. D'accord. Déjà, qu'est-ce que c'est pas? Eh bien, la QVT, qu'est-ce que c'est pas? J'espère que je vais choquer personne, mais bon, l'objectif, c'est de se dire les choses, quoi. Donc, la QVT, ce n'est pas des mesures de compensation des effets du travail sur les gens. La QVT, ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ce que tu as dénoncé d'ailleurs, j'ai adoré la photo que tu as mise, tous heureux autour du baby-foot. Donc ce n'est pas l'ensemble des mesures que l'employeur peut prendre pour faire que les salariés puissent décharger leur stress. Ce n'est pas l'ensemble des mesures que l'employeur peut prendre pour qu'ils puissent se soulager de relations au travail qui ne vont pas, qui sont dégradées. Ce n'est pas des mesures qu'on va mettre en place pour les soulager d'une organisation du travail qui déconne. La QVT, pas ça. Point 1. Souvent, on dit aussi la QVT, c'est le cache-sexe des RPS, des risques psychosociaux. Ça ne devrait pas être ça. La QVT, c'est pas ça. Et la troisième chose que ça n'est pas, et là, je pense que voilà, c'est une opinion forte, la QVT, ce n'est pas un ensemble de mesures qui améliorent les conditions de travail. Et pourtant, tu vas me dire, Julie, mais je ne comprends pas, c'est la définition de l'accord national interprofessionnel que tout le monde reprend, qui dit c'est l'ensemble des mesures qui concilient l'amélioration des conditions de travail et la performance de l'entreprise. Eh bien, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Parce que c'est sympa de tous s'auto-définir la QVT pour exister. Mais qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est super simple. Premièrement, l'amélioration des conditions de travail, c'est la prévention des risques professionnels. Parce que si le travail doit être amélioré, c'est qu'il y a une dégradation à corriger. Et corriger les dégradations des conditions de travail, c'est prévenir les risques professionnels. Point numéro 1. Donc si c'était ça, ça voudrait dire que la QVT, c'est égal à la prévention des risques professionnels. Tu vois? Et si on est dans cette dimension-là, alors la QVT n'est rien, puisqu'elle est la prévention des risques professionnels. Donc pourquoi s'emmerder avec ce terme-là? Donc la qualité de vie au travail, c'est pas ça non plus. Et quand on va encore un cran plus loin, on pourrait dire, non mais d'où vous sortez cette espèce d'idée-là? Vous êtes le seul à dire que c'est pas ça. Eh bien, c'est pas vrai. Parce que si vous regardez en 2019, l'INRS a sorti une brochure. 2019, c'est pas 2009. Hein. Ouais. C'était bien après l'accord national interprofessionnel de la QVT. Eh bien, si vous regardez, en 2019, l'INRS a sorti une brochure qui s'appelle RPS, QVT, bien-être, de quoi parle-t-on, grosso modo? Oui. Donc, c'est le titre de la brochure. Et il est écrit dedans explicitement, la QVT ne fait pas l'accord d'une définition consensuelle. Voilà. Et l'INRS, ce n'est pas une petite loi de la prévention. Donc, voilà ce qui me permet de dire que ce n'est pas ça, en fait. Donc, maintenant, répondons-y rapidement, Sonia. Si ce n'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, il faut se dire les choses comme ça. La QVT, c'est une perception. Ouais. Et si c'est une perception, Sonia, c'est un résultat. Une perception, c'est un résultat. Ce n'est donc pas un moyen. C'est pour ça que ce n'est pas des mesures. Et comment on peut finir par affirmer ça? Eh bien, pour savoir ce qu'est la QVT, il faut savoir ce qu'est la qualité de vie. Et la qualité de vie, elle a été définie par l'OMS. C'est exactement le même chemin que la santé au travail avec la santé. L'OMS a défini la qualité de vie. Elle dit en gros que la qualité de vie, c'est la façon dont les gens perçoivent leur environnement de vie au regard de leurs attentes. Eh bien, c'est la définition que je pousse, que je propose et qui commence à faire école, on va dire ça comme ça. Oui. La qualité de vie au travail, c'est donc la perception que les salariés ont de leurs conditions de vie au travail, dans toutes ces dimensions, la dimension technique, l'organisation du travail, des relations, etc., au regard de leurs attentes. Tu vois, on pourrait dire que c'est le niveau de satisfaction des salariés par rapport à leur travail au vu de ce qu'ils en attendent, quoi. Et j'ai donné, tu vois, 5 directions à un chef d'entreprise qui m'a dit, alors comment je l'évalue? Eh bien, je lui dis, voilà, c'est très simple pour l'évaluer. Vous avez 5 dimensions, 5 grandes questions à poser à vos salariés. Est-ce que leur travail a du sens? Point 1. Est-ce qu'ils ont les bons outils, les bons locaux, les bons produits pour le faire quand ils en utilisent? Point 2. Est-ce qu'ils ont une bonne organisation du travail? Point 3. Dans lesquels ils peuvent s'exprimer, être connus, avoir les compétences, les moyens. Point 4. Est-ce qu'il y a de bonnes relations au travail? Est-ce que les gens s'entendent bien, mais pas seulement? Est-ce qu'il n'y a pas de discrimination, de harcèlement, etc. Et point 5. Est-ce qu'ils ont un bon projet pour se projeter vers demain dans leur travail? Voilà, c'est pour moi la QVT. Ouais, je te remercie pour cet éclairage et justement cette mention de perception. C'est aussi des travaux sur lesquels on se repose dans l'annuaire QVT. On se repose sur des travaux québécois, l'ISQVT, l'inventaire systémique de la qualité de vie au travail, qui également aussi met en avant cette idée de perception. Et à évaluer parce qu'elle peut changer justement avec le temps, avec l'environnement, avec c'est tout à fait ça. Mais alors du coup, à t'entendre, en fait, on pourrait ne pas parler de QVT et parler seulement de prévention.
Donc, les Pas du risques tout. psychosociaux. La prévention, non, pas du tout, tu vois, c'est deux D'accord. choses totalement différentes. La prévention, c'est ce que je fais. Oui. Donc, la prévention des risques, c'est ce que je fais. La QVT, c'est la façon dont les salariés le perçoivent. Voilà. Ouais. Donc, les deux Donc, sont l'un ne va pas indispensables. sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, l'autre alimente l'un. Si les Mhm. salariés. Attendez, je vois qu'il y a des gens qui ont des problèmes de son, apparemment, avec mon micro. T'as un petit micro. Ton micro, c'est vrai qu'à certaines fois, le son baisse un petit peu, mais on arrive à te récupérer. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oh, oui, largement. Là, Excusez-moi, ouais. en termes Donc, de en fait, qualité, là, on upgrade. ouais, mais bon, là, vu la tronche que j'ai avec ce casque, j'essaie d'éviter. Donc, en fait, la QVT, vous voyez, ça permet d'alimenter la prévention parce que ça permet de voir ce qui est passé à travers ces mailles, quoi. Ouais, Et si les ouais. salariés vous disent, par exemple, si je reprends, tu vois, un exemple, ne pas pouvoir faire son boulot dans de bonnes conditions, c'est une rupture de sens. Tu vois. Quand on a des salariés aidants, tu vois, des infirmières, des gens qui sont voilà, dans le soin, qui n'arrivent pas à bien faire leur boulot, eh bien, c'est une rupture de sens. Eh bien, quand tu fais des choses, parce qu'être employeur, c'est difficile. Maintenant que j'en suis un, j'en sais encore Oui. plus de choses, toi aussi, et puis Julie aussi. C'est difficile, quoi. Eh bien, quand tu prends des employés qui te disent bah, j'arrive plus à bien faire mon boulot parce que tu les écoutes sur le sens, donc tu vois, tu es dans la perception du sens, dans leur qualité de vie au travail telle qu'ils la perçoivent, bah, c'est une chance pour toi de revenir à ton boulot en disant merde, si on n'arrive pas à bien faire notre job, c'est Bien qu'il faut sûr. mieux le faire. Ouais. Vincent, avec ce petit problème de micro, les participants n'ont pas entendu ton point numéro 5, justement. Ah, pardon. Tout à Donc, l'heure. les 5 Tu peux dimensions. juste le répéter rapidement et puis après, on va. Oui, bien sûr, je suis désolé, puis je veux surtout pas tout prendre l'espace. Donc, est-ce que mon travail a du sens? Point 1. Est-ce que j'ai les bons outils, les bons locaux, les bons produits si j'en utilise pour le faire, pour faire mon job? Point 2. Point 3, est-ce que j'ai la bonne organisation pour le faire, ce travail? L'organisation interne, la planification des compétences, mais aussi l'autonomie dont je dispose. Point 4, est-ce que j'ai des bonnes relations au travail avec mes pairs, avec les clients, avec mes boss, mais aussi, c'est pas que ça les relations. Est-ce que je suis dans une entreprise sans discrimination, sans atteinte à ma dignité? Et point 5, est-ce que j'ai un beau projet je comprends. dans l'entreprise? Je pense que tout le monde a bien entendu et c'était beaucoup plus clair et audible. Ouais, je suis désolé. Merci. Mais du coup, c'est vrai que ces personnes dans l'entreprise qui prennent en charge la QVT peuvent avoir différentes dénominations. Je sais que dans toutes les entreprises, on n'a pas de responsable QVT et on a notamment un fameux métier qui s'appelle CHO, Chief Happiness Officer, qu'on voit sur la scène depuis quelques années, qui est d'une influence un peu plus internationale, anglo-saxonne. Et Julie est là aussi pour nous parler de ce rôle-là et de voir comment un CHO aussi porte ses missions de QVT dans l'entreprise. Julie, est-ce que du coup, toi, tu peux déjà nous dire si tu es en accord avec la définition de Vincent, ce que tu pourrais rajouter par rapport à ta définition de la QVT? Parce qu'on voit que finalement, la définition de la QVT, on un petit peu approprié et chacun a sa propre définition, ce qui cause un petit peu de problème, on le verra par la suite. Et du coup, Julie, à ton niveau, chez les CHO, comment ça se passe? Alors, désolée Sonia, mais j'ai des bruits d'air dans le micro. Moi, je ne sais pas d'où ça vient. Je me demande si ça ne vient pas du micro de Vincent. Ouais, c'est un peu perturbant. C'est les aléas techniques. Alors, par rapport, il n'y a pas grand-chose à rajouter d'autre sur la définition de Vincent. Hein. C'est vrai que la QVT, on entend un peu tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de clichés et c'est l'objet du webinaire aujourd'hui. Et c'est vrai que pendant longtemps, la QVT a souffert de tous ces clichés. On avait tendance à proposer des actions superficielles au lieu de se concentrer sur le travail en tant que tel. Hein. Et ce dont on a besoin plutôt qu'un baby-foot en premier lieu, c'est plutôt de travailler sur les relations saines, sur du confort et de la sécurité, sur les conditions de travail, sur le travail en tant que tel. Il y a quelque chose qui me semble important à mentionner aussi sur la qualité de vie au travail, c'est que pour moi, c'est vraiment un ensemble de facteurs qui va permettre à chaque personne de faire son travail dans de bonnes conditions, mais en le faisant en étant en santé. Et ce socle de santé, pour moi, c'est vraiment le socle premier de la qualité de vie au travail. Et donc, ça va être, on s'intéresse à toutes ces questions de santé physique, mentale et sociale. Et pour moi, l'entreprise, elle doit être le garant de ces piliers de santé physique et mentale et sociale.
en assurant plein de vecteurs comme la qualité des relations, la qualité de l'environnement, la qualité du contenu du travail et j'en passe. Et donc, la qualité de vie au travail, pour moi, ça regroupe un petit peu toutes ces notions. Alors, petite parenthèse tout à l'heure aussi, Sonia, parce que tu parlais de bonheur au travail et effectivement, c'est quand même une notion qui est importante pour moi. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde de parler de bonheur au travail. Ça peut paraître naïf. Moi, je trouve que ça a le mérite d'ouvrir en tout cas un petit peu le sujet vers d'autres sphères. Et je pense que c'est important de replacer aussi le bonheur au cœur de la société. Je pense qu'on a besoin de ça parce que le bonheur, il peut aussi être source d'espoir finalement, en quelque sorte, et surtout en ce moment, on est dans un contexte plutôt morose. Et finalement, le bonheur, c'est une aspiration de chacun, de façon plus ou moins consciente. Et donc, si le travail peut nous permettre d'y contribuer, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Alors, pour revenir effectivement au Chief Happiness Officer Oui. dans lequel je suis très impliquée, alors c'est un terme aussi qui fait débat, hein, et peut-être que tu pourras proposer un jour aussi un webinaire sur les clichés du Chief Happiness Officer. Aujourd'hui, j'essaie d'en parler de façon plus nuancée parce qu'effectivement, on en a parlé beaucoup dans les années 2000-2015 et du coup, ça a suscité beaucoup de curiosité de façon plutôt positive et malheureusement, c'est un rôle qui a été souvent confié à des personnes qui étaient stagiaires ou qui n'étaient pas formées sur ce sujet et qui du coup avaient une très mauvaise prise en compte de tous les leviers de la qualité de vie au travail, ce qui fait que petit à petit, avec le temps, ça a un petit peu décrédibilisé cette notion de Chief Happiness Officer. D'autant que le terme happiness faisait souvent pas sérieux, etc. Aujourd'hui, c'est une fonction dans laquelle moi je suis toujours très impliquée, mais c'est vrai qu'on tend plus à des fonctions du type responsable expérience collaborateur, responsable qualité de vie au travail. Et finalement, derrière ça, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est pas le titre de la personne, c'est l'intention qu'on va mettre derrière un tel rôle. Et pour moi, c'est effectivement essentiel que dans toute organisation, on ait un référent sur ce sujet qui va véritablement prendre part à tout le lancement pour impulser finalement le sujet et faire en sorte aussi que chacun s'engage sur ce sujet-là. Donc, le CHO, il va vraiment être là. Donc, CHO ou responsable qualité de vie au travail, vraiment, pour ceux qui nous écoutent, je vous invite vraiment à ne pas vous attacher au titre, mais plutôt à qu'est-ce qu'on y met derrière, quelle est l'intention. Et donc, avoir ce référent qui va vraiment toucher toutes les facettes de notre épanouissement au travail, pour moi, c'est essentiel. Et c'est ça aussi qui permettra d'engager des démarches qualité de vie au travail qui soient véritablement pérennes dans les organisations. D'accord, merci Julie. Du coup, moi, ce que je comprends vraiment, c'est que l'intitulé finalement va dépendre de l'organisation de l'entreprise, de sa culture aussi, parce que j'imagine qu'on n'a pas des Chief Happiness Officers dans tous les secteurs d'activité. Ça dépend vraiment de la culture, de l'ADN de l'entreprise et on nommera finalement ces responsables différemment selon les postes. Oui. Il y a autant de responsables QVT en fait que d'entreprises et que de personnes qui le portent parce qu'on y met aussi sa personnalité. Après, c'est vrai qu'on sait qu'il y a des grandes composantes d'action comme la communication interne-externe, un axe plus RH, un axe plus convivialité, etc. Mais c'est encore difficile de trouver. Il n'y a pas de profil type sur ce. Voilà. Merci Julie. Vincent, je t'ai coupé ton micro parce que ça soufflait, il y avait des bruits parasites, mais tu vas pouvoir le rallumer. Et les participants nous disaient qu'il y avait des bruits de souffle dans le micro. Désolé. De la qualité sonore, c'était pas ça. Donc, je t'ai coupé ton micro. Est-ce que ça te fait sauter de ta chaise de parler de Chief Happiness Officer et de QVT dans une même phrase, dans un même contexte Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter? Pourquoi est-ce que ça fait partie de ces fameuses conneries qu'il faut arrêter? Je rentre complètement dedans. Ok, très bien. C'est de soulever un petit peu toutes ces notions dans le débat. Alors, premier point, ce que je pense, et Julie a bien raison de le préciser, quand on parle de la prévention des risques, on parle de la prévention des risques d'atteinte à la santé, telle qu'elle a été définie par l'OMS, la santé physique, mentale et sociale. C'est pour ça qu'on ne peut pas opposer la prévention des risques, oui, mais il y a la santé, puisque par définition, c'est ça. Donc voilà, juste pour remettre un peu ça, voilà.
La prévention des risques professionnels, c'est la prévention des atteintes à leur santé. Donc, il n'y a pas de confusion à avoir là-dessus. Mais c'était bien, Julie, de leur préciser pour bien dire de quoi on vise, quel risque on vise. Deuxièmement, je ne crois pas du tout qu'il faille un responsable happiness pour pouvoir faire de la qualité de vie au travail. Et c'est pour ça que, Julie, c'est intéressant qu'on puisse avoir ce débat ensemble. J'y crois pas. Et pourquoi j'y crois pas? Parce que personne n'est capable de définir le bonheur au travail. Absolument personne. Parce que personne n'est capable de définir le bonheur. Absolument personne. Donc être responsable d'un truc qu'on ne définit pas, franchement, c'est la porte ouverte à bien des désagréments, quoi. C'est la porte ouverte à bien des confusions et bien des situations où on ne sait plus trop qui est en charge de quoi. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc, si tu veux, je vais tout de suite répondre à ta question. Quelles sont les conneries dont tu me parlais, en finir avec les conneries, quelles sont les conneries que je dénonce? Quand je dis qu'il n'est pas nécessaire, juste pour ne pas rentrer tout de suite dans mes points, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un Chief Happiness Officer pour produire de la QVT, et que même parfois, c'est une entrave à la santé des salariés, puisque ces personnes qui sont mises en place à ces postes, souvent, et ce n'est pas de leur fait, j'insiste à fond là-dessus, elles n'ont pas les clés pour agir sur l'organisation du travail. Elles n'ont pas l'autorité pour agir sur les relations au travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la première personne qui est en charge de ça, c'est celui qui a les clés de l'organisation. Donc après, s'il donne des clés au CHO ou au responsable santé au travail, vous voyez ce que je veux dire? S'il donne des clés, super. C'est un poste qui trouvera son utilité. Mais attention à ce que le manager et toute sa chaîne hiérarchique soit celui qui soit le premier investi dans cette responsabilité-là. Voilà. Donc ça, c'est un point. Donc, quelles sont les conneries, à mon avis, qu'il faut éviter? Si je résume, premièrement, c'est celle-là, en fait. C'est d'arrêter de dire des trucs qu'on n'a pas définis en se disant, c'est chouette, comme ça nous permettra, dans ce flou-là, de faire un peu ce qu'on veut. Donc, savoir de quoi on parle. Et Sonia, tu l'as répété tout à l'heure, il est essentiel de savoir, et pas chacun sa sauce, parce que chacun sa sauce, c'est le règne des chapelles, et celui qui est perdant dans l'histoire, c'est le salarié. Donc, de quoi on parle? Quand on parle de santé au travail, de quoi on parle? C'est pas la même chose que la sécurité au travail. C'est pas la même chose que les risques psychosociaux. C'est pas la même chose que la qualité de vie au travail. Et jusque-là, c'est bordé. Et il est essentiel de définir cette qualité de vie au travail tous de la même façon. On ne peut pas chacun y mettre ce qu'on veut en se disant c'est bon pour les salariés, donc je le fais. C'est pas ça. Parce que on ne peut pas aller sur tous les sujets en même temps et dans toutes les directions. Et si on envoie des ressources là-dedans, c'est des ressources qu'on n'envoie pas sur le reste, quoi. Donc tout mélanger, c'est déjà la chose qu'il faut arrêter de faire. La deuxième connerie que je dénonce, si tu veux, c'est d'arrêter de résumer le comportement des personnes à leur seule personnalité, en fait. On a beaucoup trop d'entreprises qui considèrent que si quelqu'un déconne, parce qu'il ne respecte pas un principe, parce qu'il ne respecte pas une prescription, parce qu'il ne respecte pas une règle, par exemple, de sécurité, qui fait intégralement partie de la qualité de vie au travail, dans la façon dont elle sera perçue, parce que des gens qui se font mal au travail, leur satisfaction n'est pas forcément haute, pour le dire comme ça. Eh bien, on a des entreprises qui aujourd'hui mettent beaucoup trop l'accent sur les personnes, est-ce qu'elles n'ont pas compris, et qui ne vont pas chercher les causes de l'organisation du travail, qui vont faire que cette personne, par exemple, je vais vous donner un exemple super simple, se connecte le soir, le week-end et pendant ses congés. Aujourd'hui, on a des gens, par exemple, si je prends ce sujet-là qui nous touche tous, l'hyperconnexion au travail, qui est un vrai sujet, il n'est absolument pas traité dans ses causes organisationnelles, dans la charge de travail des personnes. On forme les gens en leur disant attention, il faut bien vous arrêter de vous connecter le soir, attention, il faut bien écrire des mails, etc. Et ils ont raison. Donc, vous voyez, on va sur l'individu, ce qu'il a compris. Mais par contre, quelqu'un qui a trop de boulot pour pouvoir le faire pendant ses heures de travail, vous pouvez le former toute la journée à comment écrire et pas envoyer un mail à telle heure, il le fera quand même, quoi. Et tant que ces causes profondes, vous voyez, organisationnelles et relationnelles vont durer, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Donc ça, c'est aussi la grosse connerie que je dénonce dans le bouquin. Il fait 300 pages, je ne vais pas toutes vous les citer, mais ça, c'est important. Et je vais vous citer la troisième et la quatrième très, très vite. Troisième connerie que je dénonce. Il faut arrêter de laisser les salariés dans le silence de ce qu'ils vivent. On a beaucoup trop de salariés qui vivent des situations de travail qui se dégradent, qui n'ont pas les bons outils, qui n'ont pas la bonne organisation, qui sentent que ça déconne là-dedans, qui n'ont pas les bonnes relations au travail, qui sont dans des situations qui sont agressives parfois, même pas forcément par objet, mais par effet. Des situations agressives de travail, des relations, vous voyez, qui ne sont pas maîtrisées, qui atteignent à leur dignité, voire même parfois qui n'ont pas de projet,
qui font des entretiens annuels, qui proposent des choses, qui veulent aller quelque part, ils n'ont même pas la réponse. Oui. Il faut en finir de laisser les salariés dans l'isolement de ce qu'ils vivent au travail et qui dégradent leur vie au travail, donc leur santé au travail. Et ça, c'est pas juste en le disant ensemble, vous voyez, que ça va se régler, parce que souvent on angélise trop, c'est en mettant en place au cœur du management, voilà, une dynamique d'écoute et de participation des salariés sur l'ensemble des champs de leur travail. Et ça, voilà, c'est l'énorme truc. Ouais. Dernière chose, et puis je finis par là. Ah ouais, là, il va falloir quand même qu'on laisse la parole à Julie. Ouais. Oui, parce que j'aimerais bien répondre à Vincent quand même. Ouais. Et donc, il faut sortir. Il faut sortir, je finis par ça. Il faut sortir tout ce qui est dans la santé au travail. On considère que le physique aujourd'hui. Il faut remettre au même plan la santé mentale et sociale, donc qui sont les 2 composants sur 3, au même plan que la santé physique. Voilà. Et ça, c'est la dernière connerie que je dénonce. Merci Vincent pour ces dénonciations très engagées. Je pense que ça mérite quand même d'entendre Julie sur cette partie justement CHO, cette première partie de réponse. Et ça serait intéressant effectivement d'avoir le retour de Julie sur tout ça, parce qu'au final, sur toute la partie santé, on s'y retrouve, j'ai l'impression. C'est seulement qu'en termes de dénomination, on le nomme peut-être pas forcément de la même manière. Connaissant aussi un petit peu Julie, je sais que tout ce qu'elle va porter dans l'entreprise, c'est fait aussi avec autant d'engagement. Et j'aimerais bien t'entendre, Julie, sur le retour de Vincent. Oui, alors, bon, déjà, il y a un petit raccourci qui a été fait dans le début des propos de Vincent, je trouve, c'est que en aucun cas, selon moi, un Chief Happiness Officer est là pour définir ce qu'est le bonheur et le bonheur des autres. Chacun a sa propre vision. Je dis juste que si le travail peut permettre de contribuer à l'épanouissement et in fine au bonheur des autres, alors tant mieux. Ce qui est essentiel pour moi dans la fonction de CHO, c'est que, au même titre que n'importe quel chef de projet, d'un projet de tout type dans une organisation, il va être là pour gérer ce projet de QVT. Par contre, c'est déterminant effectivement qu'il ait le plein appui de la direction en amont. Et donc là, ça veut dire aussi s'assurer d'exemplarité des managers et des dirigeants sur une démarche QVT. Et en fait, l'impact du Chief Happiness Officer, plus il va être imbriqué dans les décisions stratégiques globales de l'entreprise et il prendra part à toute la stratégie de l'organisation, plus il aura de l'impact finalement. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est assez compliqué aujourd'hui de montrer l'impact d'un CHO parce qu'il ne siège pas forcément dans un comité de direction, il a été mal formé ou a peu de connaissances de la QVT. Et donc, voilà, ce métier est décrédibilisé. En revanche, moi, je trouve que le CHO, il est plutôt positif pour notamment lutter contre le cynisme des organisations et tout le mal-être au travail qui en découle. Et enfin voilà, moi j'invite vraiment à voir ce sujet-là plutôt comme un chef de projet qui va être là pour inspirer, pour impulser une démarche et le faire évidemment en alignement avec la volonté des managers d'être exemplaires sur ce sujet-là. On le sait tous, hein, une entreprise qui aujourd'hui revendique de belles valeurs en façade pour embellir son image de marque, eh ben, ça marche plus. Et donc, forcément, une entreprise qui va recruter un CHO pour faire des actions qualité de vie au travail, périphériques au travail et très superficielles, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Il ne faut pas que la QVT, en fait, ce soit un patch à du mal-être plus profond. Et effectivement, la première action, peut-être, ce serait pour un CHO ou peu importe, un responsable QVT, etc. Ce serait d'abord d'interroger qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien et qu'est-ce qui est à améliorer. Et là, c'est nous assurer qu'on ne sera pas trop à côté de la plaque, en tout cas pour une démarche qualité de vie au travail. Merci Julie pour ton retour hyper complet et justement parce que du coup tu me dis bon, le CHO en fait c'est vraiment un chef de projet, est-ce qu'en fait on est la dénomination CHO a été quand même bien détournée. Est-ce qu'on tombe pas un peu dans du happy washing? On a eu toutes ces tendances-là. Est-ce que aujourd'hui on peut encore parler de CHO? Est-ce que en fait il serait pas temps peut-être même de le transformer dans la dénomination en fait ce rôle?
Oui, complètement. Alors moi, si je reste attachée au terme, effectivement, peut-être que pour le rendre plus crédible et que ça parle davantage aux organisations, on est en train de travailler avec un collectif qui s'appelle le collectif, CHO, justement sur, comment on pourrait intégrer ce rôle-là davantage dans le futur du travail et peut-être qu'il faudrait sortir des anglicismes, même si des anglicismes, on en trouve plein, hein, le CEO, le Chief Culture Officer, le Chief People Officer, il y en a encore plein, mais peut-être tendre vers des termes comme responsable expérience collaborateur, parce que c'est aussi de ça qu'on parle quand on parle de QVT, c'est comment permettre aux collaborateurs d'avoir la meilleure expérience de travail de son entrée à sa sortie. Donc peut-être tendre vers des métiers comme cela, des métiers ou des fonctions, hein, parce que alors j'ai vu qu'il y avait une question qui était passée sur ce sujet-là. Aujourd'hui, je le vois même pas tant comme un métier en tant que tel que plutôt une fonction qu'on va rajouter en plus d'une fonction principale. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que finalement, chacun, quelle que soit la fonction qu'on a dans notre entreprise, on peut porter cette philosophie, cet état d'être dans notre métier. En fait. Ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'on a tous notre part à jouer sur ce sujet. Merci, Julie. Vincent, la dénomination plutôt de responsable expérience collaborateur, ça te parle un petit peu justement, cette dénomination-là pour parler de QVT? Qu'est-ce qu'on met dedans? L'expérience collaborateur. Justement, on est bien dans la vie de. Non, mais c'est tout. On est encore dans la définition. Sonia, c'est toute la question. Bon Dieu de bon Dieu. Est-ce que dans l'expérience collaborateur, il y a le sens qu'il accorde à son travail? Est-ce qu'il y a une autorité pour le faire et pour réagir si des signalements sortent? Est-ce que dans l'expérience collaborateur, il y a le signalement de tous ces salariés qui n'ont pas les bons outils pour bosser? Tous ces salariés qui ont des outils qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas assez présents, qui déconnent, y compris les outils numériques. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que dans l'expérience collaborateur, il y a tout ce qui déconne dans l'organisation du travail, dans la charge de travail? Est-ce qu'il y a une capacité de dénoncer ceux qui aujourd'hui, et on le sait, sont en overload de travail et tout le monde le sait, personne ne fait rien le plus souvent? Est-ce qu'il y a ça dans l'expérience collaborateur? Est-ce qu'il y a dans l'expérience collaborateur l'intervention sur toutes les situations dégradées où les personnes ne vivent pas bien leur relation aux autres, ou se sentent discriminées ou atteintes dans leur dignité? Est-ce qu'il y a ça? Et est-ce qu'il y a dans l'expérience collaborateur la proposition d'un projet pour demain, pour les salariés qui n'en ont pas, quel que soit ce projet? Si la réponse est oui, je suis super content, à une condition qu'on n'est pas juste à côté de l'expérience collaborateur, quelqu'un qui s'appelle un responsable santé au travail, quelqu'un qui s'appelle un responsable sécurité au travail, quel que soit le nom, et qui fasse son boulot de son côté dans deux mondes parallèles qui n'existent pas. Ouais. Donc voilà ce que je pense. Donc à partir, si vous voulez, il ne faut pas être dans la profusion des termes les uns après les autres tant qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, oui, on est d'accord, on peut tous être chef de projet. Moi, j'ai connu des chefs de projet qualité. Je peux vous dire, ils savaient exactement ce qu'était le projet qualité. On n'avait aucun sourcillement dans le projet qu'ils devaient mener. Donc, si on a un projet à mener, la première des choses à faire, c'est de le définir dans ses limites et ensuite de voir si on en a les moyens d'agir sur ce sujet-là, défini concrètement par tous de la même façon. Merci Vincent pour ce retour. On va avancer. Moi, j'avais une question, mais on va passer très vite en 30 secondes. Du coup, baby-foot, corbeille de fruits, yoga, stop ou encore quand on parle de démarche QVT? Je pense qu'on a notre réponse. On n'a même pas besoin de rester bien longtemps là-dessus. Ah bah non, Sonia, parce que moi, je vais te dire encore, en fait. J'ai envie de te dire encore. J'ai envie de te dire encore, mais pas que ça, parce qu'il ne faut pas se leurrer aussi. Mettre en place des actions de convivialité, avoir des fruits quand on arrive au bureau, ça fait aussi plaisir. Et je pense que avoir une bonne qualité de vie au travail, c'est aussi savoir allier de la légèreté, du fun et aussi de la profondeur. Et je veux dire, si on n'utilise pas le baby-foot et la corbeille de fruits comme des patchs pour masquer la souffrance, mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Je pense qu'il y a tout qui est bon à prendre, mais par contre, je rejoins tout à fait Vincent sur ses propos. Il faut savoir aussi de ce dont on parle et de comment on met en place véritablement derrière des actions pour traiter finalement toutes ces questions de prévention des risques psychosociaux. Mais oui, pourquoi pas des cours de yoga et aussi de la sophrologie et des salles de sieste, etc. Merci Julie. Vincent, je te laisse. Alors, je dis pareil. Attention les petits bruits parasites, Vincent.
Julie, elle va me cracher de LinkedIn. Je reprends. Moi, qu'est-ce que je dis? Déjà, un truc, il ne s'agit pas que de risques psychosociaux, juste pour se le dire ensemble. Ouais. Oui. C'est pas la QVT, ce n'est pas la prévention des risques psychosociaux. Oui, juste pour se le dire ensemble. Voilà. C'est ce que vous expliquez au début du webinaire. Non, mais je dis juste parce que les risques liés à l'environnement technique de travail, de travailler avec des produits cancérogènes pour ceux qui vont dessus, voilà, ça existe aussi. Il ne faut pas la résumer à ce que c'est pas. Donc, point numéro 1, moi je dis pas stop, je dis pas encore. D'accord. Vous savez ce que je dis? Et là, on va se rejoindre avec Julie. Je dis pas stop, je dis pas encore, je dis après. Ouais. Après avoir fait l'essentiel d'abord. Parce que franchement, et Julie, tu l'as très bien dit, moi je l'ai écrit comme ça dans le bouquin, les salariés aujourd'hui, ils appellent la QVT telle qu'on leur présente le TBAP, le toujours bon à prendre. Parce qu'entre me faire engueuler tous les jours dans mon centre d'appel par des clients, tu vois, et avoir des fruits frais bio à la cantine, et me faire engueuler tous les jours par les clients, et ne pas en avoir, je préfère en avoir. Mais l'histoire, c'est pas les fruits frais en fait. C'est est-ce que d'abord, et c'est ce que Julie précisait très bien, est-ce que d'abord les conditions d'exercice du travail dans toutes ces dimensions ont été faites? Est-ce qu'on a déjà mis le paquet là-dessus de façon concentrée? Et je suis 100 fois d'accord avec Julie. Une fois que ça c'est fait, donc après ça, eh bien alors concentrons-nous sur le reste parce que tout prend du temps. Merci Vincent d'avoir répondu à cette question-là. Et je vous rejoins beaucoup là-dessus d'ailleurs. Du coup, je vois le temps filer, c'est fou à une allure. C'est terrible. Allez, et demain, du coup, pour vous, la QVT, quel est son avenir? Est-ce qu'on garde QVT? Parce qu'on a quand même parlé de QVCT pendant cette dernière année. Comment on l'a fait évoluer et quel avenir a-t-elle? Julie, je te vois hocher la tête et je me dis que tu peux prendre la parole en premier là-dessus. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de QVCT. Alors l'évolution était intéressante parce que justement il y avait cette importance et cette urgence de recentrer aussi la démarche sur le travail en tant que tel. Après on continue à se noyer dans plein d'acronymes qui parlent pas à plein de gens. Quel avenir pour la qualité de vie au travail? Je trouve qu'en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la crise sanitaire, elle a bougé plein de choses, a démocratisé le télétravail, ça a remis en question plein de sujets comme notre rapport au travail, l'équilibre pro-perso. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plein d'entreprises qui testent des choses comme la semaine de 4 jours, par exemple, et qui montrent que pour plein d'entreprises, ça fonctionne. Donc, est-ce que la qualité de vie au travail sera inscrite véritablement comme une vraie norme dans toutes les organisations? Et est-ce que demain, on peut espérer que la souffrance au travail va totalement disparaître? J'aimerais bien l'espérer. Après, voilà, c'est très utopiste. Aujourd'hui, on sait qu'il y a urgence à agir sur notamment les notions de santé mentale, parce qu'on sait que de plus en plus de salariés sont en détresse psychologique. Moi, ce qui me peine un peu, c'est qu'on a pris pour acquis que le stress au travail, c'était normal, que la souffrance au travail, c'était normal. Pourquoi on a autant de mal, du coup, à parler de bonheur au travail aussi, en fait? C'est ça qui me chagrine un peu. Je pense qu'il faut un petit peu déconstruire notre rapport au travail et se demander finalement quelle est sa juste place et est-ce qu'on ne pourrait pas finalement donner plus de place au collectif, à l'humain et peut-être, alors on parle beaucoup alors je vais encore utiliser un mot anglais, j'en suis sincèrement désolée, mais d'éthique du care. Le care aujourd'hui, c'est porter soin à soi, mais porter soin aussi à l'autre. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à se dire le futur du travail, la qualité de vie au travail, est-ce que ce ne serait pas commencer tout simplement par du bon sens, être attentif à l'autre, soutenant les uns avec les autres et puis on verra si ensuite ça permet de travailler sur la souffrance au travail. Merci Julie pour cette ouverture vers l'avenir de la QVT, plutôt qui se dirigerait vers le CARE. Alors, Vincent, de ton côté, quel avenir de la QVT? Quelle teinte? Donne-lui. Moi, je dis l'avenir de la QVT, il est mal barré si on n'est pas d'accord sur ce que c'est. Point 1. Donc, l'avenir de la QVT, la première des choses, c'est lui donner un corps et un corps qui se partage et non pas qui se divise comme aujourd'hui. Une fois qu'on aura fait ça, et c'est pas une petite chose, on l'a vu juste là, tu vois. Une fois qu'on aura fait ça, je pense que ça peut s'exprimer comme ça. La qualité de vie au travail aura un avenir si on comprend bien ce que c'est, d'où ça vient, si on comprend bien
sa correspondance, comme on l'a fait un peu ensemble quand même, dans ce webinaire-là, entre le travail, la situation de travail, la prévention des risques, la santé au travail, la QVT. Voilà, si on comprend bien tout ça, alors on se donne des chances de bien agir. Donc ça, c'est la deuxième chose, savoir de quoi on parle. Et une fois qu'on aura fait ça, l'avenir de la QVT, je pense qu'il est comme ça. C'est une QVT qui soit sur mesure et en temps réel. Et ça, aujourd'hui, une QVT effective, qui trouve sa place dans les faits, pas dans les paroles, pas dans les discours, mais dans les faits, concrètement au cœur des situations de travail des salariés. Et si on est capable de dépenser, vous voyez, cette énergie-là dans cet objectif-là, alors, on aura atteint ce que tous les salariés aujourd'hui, et pas que les jeunes, commencent à revendiquer comme une condition d'exercice de leur emploi. C'est un emploi qui protège leurs équilibres, quels qu'ils soient, pas que personnels et professionnels, même si ça en fait partie, mais leurs équilibres au cœur du travail, tels qu'ils l'exercent et tels qu'ils le vivent. C'est un avenir complexe et très difficile. Et je finis par là. C'est une tâche très difficile. Parce que Julie a raison, il y a besoin de bon sens. Mais franchement, face au bon sens, il y a les enjeux de productivité. Face au bon sens, il y a les éternels rendements et les croissances de rendement attendues des actionnaires. Moi qui ai été directeur d'usine, je peux vous dire une chose, vous pouvez avoir tout le bon sens du monde. Quand vous avez 10% de rentabilité qui vous est demandé à effectif constant et à moyen constant, allez-y, quoi. Le bon sens, il pèse pas lourd face à ça. Donc, les enjeux qui déterminent les situations de travail, si on ne s'y attaque pas, on passera à côté, en fin de compte, de cet objectif-là. Donc, l'avenir de la QVT, si on regarde tout ce qu'on s'est dit, l'intégration de la santé mentale, la redéfinition des concepts, et puis cette QVT sur mesure et en temps réel pour les salariés, celui qui vivra un événement douloureux dans sa vie ou heureux, qui aura besoin d'ajuster son travail, eh bien, il ne peut pas passer sans l'écoute des salariés, l'écoute active des salariés. Et vous voyez, j'ai lancé cette initiative d'inscrire l'écoute des salariés comme le premier principe général de prévention. Je ne sais pas si ça va aboutir, il y a un peu d'écho sur le sujet, j'ai même mis une pétition en ligne, mais c'est la condition de réussite de l'objectif qu'on se fixe. D'accord. Merci Vincent. Et donc, il nous reste 1 minute avant de conclure les échanges et ouvrir justement toutes les questions posées par les participants. Vous aviez un petit ingrédient secret, la chose à retenir justement pour être dans un vrai déploiement de démarche QVT, quelque chose justement qui s'ancre. Alors, vous nous avez tous les deux parlé de beaucoup de choses qui vous font sens et qui résonnent et qui, selon vous, doivent être des principes ancrés. Si on résume à une chose, un petit ingrédient secret, 1 minute chacun pour conclure là-dessus. Qui se lance? Vincent Non, Vincent, il avait fait une bonne. Le dernier principe énoncé, je pense qu'on va tendre vers ça, mais vas-y, du coup, ça nous permet de le résumer. Je ne sais pas s'il est secret, tu vois, pour le dire comme ça, mais il est tellement indispensable. C'est engager l'employeur dans une direction qui soit celle qu'on a définie ensemble. On ne va pas reprendre le temps de la définir, tu vois. Ouais. L'engager en toute connaissance de cause de la direction qu'on lui propose d'atteindre. Donc, engager l'employeur, et derrière, si l'employeur sait de quoi on lui parle, s'il a cette vision partagée de ce qu'il est à chercher dans la santé et la qualité de vie au travail, tu vois, alors à ce moment-là, on augmente nos chances qu'elles se traduisent dans les faits. Donc, prochain webinaire, comment engager la direction? Hein, c'est ça? Si tu veux, Sonia. Julie, je te laisse nous donner ton ingrédient secret. Alors, parmi tous les ingrédients secrets, je dirais que l'un des premiers, c'est d'être à l'écoute de ce que vivent les collaborateurs et les faire partager ce qu'ils vivent, en fait. Parce que je pense qu'ils ont besoin d'être considérés dans leur réalité du travail, d'être respectés dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils vivent. Et ils ont besoin d'en parler. Donc, peut-être, voilà, identifier, les faire parler, identifier ce qu'ils vivent et voir comment ensemble, parce que la qualité de vie au travail, c'est aussi ça, c'est de la co-construction. Comment on peut co-construire ensemble les bases, les fondations d'une entreprise qui fonctionne pour tous, en fait. Ouais. Donc voilà, être à l'écoute, c'est peut-être le premier.
Je trouve ça incroyable parce qu'après, voilà, vous venez d'univers complètement différents. Vous êtes rentré dans le milieu de la QVT, vous en parlez de manière différente, mais au final, ce que je retiens, c'est que vous allez dans la même direction tous les deux. C'est que vos ingrédients secrets, vos principes finalement de base, c'est l'écoute, la libération de la parole et entendre ce qui se passe et être dans quelque chose de participatif, collaboratif. Et je trouve ça incroyable, rien que d'en arriver à là dans tous ces échanges. Donc, je vous remercie vraiment tous les deux d'avoir joué le jeu. On va ouvrir du coup les questions de nos participants. Tic, tic, tic. J'en avais vu passer quelques-unes sur le CHO. Oula, il y en a une vingtaine de questions qui ont été posées. Donc, je pense que, chers participants, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions parce que je suis très à cheval sur le temps, vous avez la possibilité après aussi de contacter directement Vincent et Julie via LinkedIn. Ils sont très présents. Mais du coup, c'est parti. On va récupérer quelques questions. Tac, tac, tac. Alors, Bérénice Préma qui nous demande si une étude ergonomique ne fait-elle pas partie également des actions à mener pour la QVT. Une étude ergonomique, étude des postes, effectivement, on est dans... Vincent, je te laisse peut-être répondre à cette question. Monsieur... super question, ça en fait à fond partie. Pourquoi ? La QVT, c'est le résultat, d'accord ? Donc, la perception de la satisfaction des salariés. Une étude ergonomique, si elle est faite et qu'elle va jusqu'aux solutions, qu'elles sont mises en œuvre, améliore les conditions d'exercice du travail. Ça va améliorer l'ergonomie. S'il y a une étude, c'est qu'il y a un besoin. Et donc, si on améliore l'ergonomie des personnes au travail, on améliore leur satisfaction au travail. Donc, ça en fait complètement partie. Mais attention juste à se le redire ensemble, la QVT, ce ne sont pas des moyens, c'est un résultat. Donc, l'ergonomie est un moyen d'augmenter la satisfaction des salariés, bien sûr, sur l'exercice de leur travail quand ils en ont besoin. Merci pour cette réponse, Vincent. Stéphanie Manfrini qui nous demande s'il y a des interactions entre le CHO et le CSE sur les sujets et s'il y a des leviers d'action communs. On est encore justement dans comment travailler les différentes parties prenantes de l'entreprise. Je ris parce que j'aimerais qu'il y en ait des interactions. Malheureusement, la réalité, que j'observe en tout cas et pour les personnes que je forme au sujet du CHO, c'est que les CSE ont tendance à pas trop aimer les personnes qui s'emparent du sujet de la qualité de vie au travail. Pour diverses raisons. L'ego, je pense, entrant beaucoup en jeu, il faut pas se leurrer. Et c'est aussi le cas pour les services RH. Donc, j'aimerais que tout le monde puisse travailler ensemble et se dise que mutualiser les bonnes énergies, ça va plutôt nous faire avancer rapidement et plutôt dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que parfois, les CSE ont tendance à faire un peu les choses de leur côté. C'est ce que disait Vincent tout à l'heure. Si on peut avoir plein de personnes dédiées à ce sujet dans une organisation, si chacun y va de sa propre définition et fait sa popote dans son coin, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, il faudrait que tout le monde travaille ensemble. Ouais. Merci, Julie. Il y a plein de questions justement sur le CHO. Donc, je vais essayer d'en réunir quelques-unes. CHO est un métier ou une fonction attribuée à n'importe quel salarié. Une PME peut-elle embaucher un CHO ? Ou est-ce un luxe ? Alors, aujourd'hui, moi, je le vois plutôt comme une fonction, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme une casquette qu'on va rajouter en marge d'une fonction principale. Après, on peut tout à fait aussi le voir comme un métier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui découvrent cette fonction-là et qui le voient vraiment comme un déclic parce que ça répond à leurs aspirations personnelles et professionnelles en termes de métier, de rapport à l'humain, etc. Mais je vous invite plutôt à le voir vraiment comme une philosophie, un état d'être et se dire qu'on peut le porter quel que soit son rôle dans l'organisation. Par rapport au type de structure, je pense que toute entreprise a la possibilité de mettre en place ce rôle-là. Forcément, une entreprise qui a plus de moyens pourra dédier un poste avec plus de moyens sur ce sujet-là. Par contre, il y a pas de règles. Les TPE, PME comme les grands groupes peuvent avoir une fonction de ce type-là et quel que soit le secteur d'activité.
Alors après, aujourd'hui, on voit beaucoup apparaître. Alors je pense, par exemple, là, je discutais récemment chez Allianz, ils ont un directeur des programmes bien-être au travail avec toute une équipe. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est comment pas une personne, mais on peut créer tout un comité, un groupe qui va travailler aussi sur ces sujets-là. Ça, c'est très intéressant. Et on peut tout imaginer, en fait, par rapport à cette fonction. Merci, Julie. Pour Vincent, de Léa qui nous demande qu'est-ce qui représente une garantie de qualité dans la formation d'intervenants sur la qualité de vie au travail? Garantie de qualité, Ouais. je vais Et dire quelles ça sont comme les ça. formations robustes pour être compétent en QVT? C'était une question divisée en deux. Allez, on ne peut pas être compétent en qualité de vie au travail si on n'a aucune compétence sur la prévention des risques d'atteinte à la santé des salariés. Voilà. Point numéro 1. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, on rajoute des problèmes aux problèmes. Donc, je m'explique. Si vous partez dans la dynamique QVT sans passer par cette case-là, alors vous ne saurez même pas, pour le dire comme ça, que toute action qui va améliorer la santé des salariés, d'où qu'elle vienne, c'est une action qui doit passer par l'évaluation des risques professionnels qui fait partie de l'immense sphère juridique qui tourne autour de la santé des salariés. Et c'est son cœur battant. Donc, et c'est ça qui peut créer ce que Julie dénonçait tout à l'heure, l'espèce de grosse rupture de culture entre des gens qui sont engagés, et c'est vachement difficile, enfin je vais vous dire, quand vous parlez aux membres de CSE sur comment faire en sorte que la souffrance au travail disparaisse, que les coûts des salariés puissent renaître, etc., qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, on dépense des tonnes et des tonnes là-dessus et on n'obtient pas beaucoup, quoi. Donc la formation que je recommanderais à fond aux personnes qui veulent aller jusque-là, c'est de commencer par le début, à installer les bases et être compétent sur les techniques, les concepts, les approches et la réglementation aussi, c'est important, et les acteurs de la santé au travail, de la prévention des risques d'atteinte à la santé au travail. Et ça, il y en a plein qui existent. Et ensuite, une fois que vous avez ce bagage-là, ben vous êtes armé pour aller chercher votre sujet, une fois que vous avez bien compris de quoi il s'agissait. Merci Vincent. J'ai une question pour tous les deux. Alors, pensez-vous qu'un chargé de prévention des risques puisse s'adjoindre l'étiquette de CHO? Et si oui, ne pensez-vous pas que déjà un CPRP a déjà suffisamment de charge de travail sans pour autant avoir recours à une nouvelle activité supplémentaire? J'ai envie de dire, déjà, sortons un peu des étiquettes, encore une fois, voilà, peu importe comment on appelle la personne, quoi. C'est quelles actions on met derrière, en fait, qui va véritablement compter, en fait. C'est ça la question à se poser. Quelles actions découlent derrière ce type de poste? Après, on peut y apposer l'étiquette qu'on veut, peu importe, en fait. C'est l'intention première qui est importante. Merci Julie. Effectivement, après rajouter en plus un poste à un poste à un poste, on est dans un espèce de millefeuille très français. Ça. Ouais, je suis pas sûr. Vincent, Effectivement, ma question c'est qu'est-ce que ça va lui apporter? ouais. Si on lui dit tu es Chief Happiness Officer, donc déjà on va parler français, tu es chef du bonheur au travail, c'est important quand même de parler français aux gens qui vont écouter cette fonction-là. Moi je pense que ça va pas lui apporter grand-chose, surtout si on est incapable de définir, non pas pour chacun, mais en substance et en concept, ce qu'est le bonheur. Si je suis responsable de quelque chose, il faut que je sache ce que c'est. Et ça, si vous écoutez, moi j'y suis pas, vous voyez, j'y suis pas allé dans ce débat-là parce que c'est un débat de philosophe. C'est pas un débat de technicien, c'est un débat de philosophe. Et les philosophes entre eux, quand ils parlent du bonheur, je peux vous dire que ça charcle. La dernière philosophe que j'ai entendue en date me disait que c'était un oxymore, le bonheur au travail. Moi, je prends pas parti, j'écoute, etc. Donc, je pense que ça va rien lui amener. Si ça peut mettre un peu de baume à son cœur ou à sa fonction, parce que c'est parfois un peu connoté aussi. Tu vois, prévention des risques, ça fait un peu, je m'occupe que des machines, des produits, etc. Je vais pas, ce qui est débile, hein, parce que c'est pas du tout le sujet, mais ça a été un peu réduit à ça. Si ça peut lui donner, voilà, un peu plus de moyens, allons-y. Mais franchement, déjà en français, et puis deuxièmement, à condition de savoir ce que c'est. Et je pense que c'est pas ça qui va lui manquer pour pouvoir être plus à son rôle, quoi, et plus efficace. Merci Vincent. J'essaye de regarder toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu.
On a une question de Céline, mais alors elle est découpée en deux. Céline Foucault. Malheureusement, beaucoup d'entreprises ne peuvent et ne veulent et ne peuvent pas investir dans la QVT. S'il n'y a pas de coût préimposé par la loi, rien ne bougera. Souvent, pour garder l'anonymat, il nous est refusé de cibler les questions répondants. J'arrive pas trop à... Ah non, je suis navrée, elles sont coupées en deux, vos questions. J'ai du mal à les lire. Laïla, si tu veux prendre le micro en tant que modératrice et nous donner les questions que tu as pu voir, n'hésite pas à nous les remonter. Oui, c'est dans l'autre sens, en fait. D'accord. La question de Céline est bien, s'il n'y a pas de coût imposé par la loi, rien ne bougera. Okay, les deux questions qui se suivent, c'est les deux précédentes, en fait. Okay. N'hésite pas à nous les lire, vas-y, je t'en prie. Alors, il y a une question. Quand on travaille la qualité de vie au travail, on a des perceptions collectives partagées, communes et aussi des perceptions individualisées. Faut-il préparer cette distinction dès les questions ou dans le traitement des réponses? Souvent, pour garder l'anonymat, il nous est refusé de cibler les questions des répondants. Connaissez-vous un bon outil? Un bon outil d'évaluation, du coup, J'imagine. C'est ça J'imagine, oui. La question? Oui. Okay. Ouais, des outils d'évaluation, il y en a plusieurs. Vincent, tu veux prendre... Ouais, non, moi je vais juste prendre le premier, puis Julie complétera sûrement par la seconde partie de question. Mais la première, c'est qu'il existe dans la loi une obligation faite à tout employeur de protéger la santé physique et mentale des salariés. C'est l'article L4121 du Code du travail. Donc, tu vois, je ne sais plus qui a posé cette question, mais c'est important que vous le sachiez. Ce n'est pas une grandeur d'âme. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement écrit, et je peux vous dire une chose, la responsabilité de l'employeur, c'est pas de la tisane dessus, c'est une obligation de quasi-résultat sur le sujet. Oui. Donc ça, c'est présent dans la loi. C'est super important, c'était une des premières questions qui était posée. Après, sur les outils d'évaluation, Julie, je vais te laisser prendre la réponse pour pas... Alors, les outils d'évaluation, il y en existe plein qui sont payants. La question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut mesurer déjà? C'est quoi les objectifs de votre démarche qualité de vie au travail et c'est quoi les indicateurs que vous voulez mettre en place déjà? C'est la première question à se poser et c'est de ces réponses-là que découlera le bon outil. Mais c'est difficile de répondre sur un outil précis. Ouais, et puis on ne peut pas forcément, là, même dans une éthique et dans de la déontologie, on ne peut pas forcément parler d'un outil plus qu'un autre aujourd'hui, comme ça, sur ce webinaire-là. Il en existe plusieurs et effectivement, c'est la bonne réponse, je pense, Julie a apporté, déjà de savoir qu'est-ce qu'on veut évaluer réellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Laïla, est-ce que tu peux nous ressortir une autre question éventuellement? Oui. Bon, on a une question qui va être très rapide. Quelle est la différence entre un CHO et un HO, Julie? J'avais jamais entendu HO. Happiness Officer. C'est pareil alors? Le problème, c'est qu'on reste encore trop figé sur les termes. Enfin, vraiment, pour ceux qui nous écoutent, libérez-vous un peu de ces termes-là. Peu importe, le principal sujet, c'est l'intention qu'on met derrière, les actions qu'on met derrière. Il y a beaucoup d'office managers, par exemple, qui vont porter la casquette happiness aussi. Ça, c'est une casquette qu'on trouve beaucoup chez eux. On me demande aussi quelle est la différence entre le CHO et le responsable QVT. Alors, parfois, effectivement, le responsable QVT, il va souvent être rattaché directement à la DRH et donc il aura en charge des aspects RH plus développés peut-être qu'un CHO. Mais voilà, encore une fois, il n'y a pas de distinction parfaite. Merci Julie. J'ai une question qui va parler à Vincent et après je pense qu'on va s'arrêter là. QVT et DUERP, document unique, donc quel contrôle et obligations de l'entreprise? Il y en a plein. Il me semble. Oui, mais il y en a plein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le document unique d'évaluation des risques. Alors, je répète tout l'intitulé. Document unique d'évaluation des risques d'atteinte à la santé des salariés. D'accord? C'est ça. Donc, ce document unique, c'est un outil. C'est un outil qui permet quoi? Il permet de regarder tout ce qui peut atteindre à la santé des salariés, physique et mentale. Donc, qu'est-ce qui peut leur faire mal là-dessus? Et derrière, comme l'employeur ne peut pas tout faire, c'est impossible, personne, et toutes les démarches de prévention des risques font pareil, eh bien, on les trie, tous ces problèmes.
selon le niveau d'atteinte probable à la santé des salariés, vous voyez, donc le pire et le moins pire de tout ce qui remonte. Et ce document unique, il permet d'orienter l'action en prévention du pire au moins pire dans chacune des unités de travail. Voilà. Et il y a plein d'obligations réglementaires pour le faire. C'est une obligation qui ne fait que grandir. Ça a été encore renforcé il y a 2 ans par la loi. Donc ça, c'est l'obligation. En gros, ce qu'il faut retenir, il y a une obligation d'action, il y en a plein dans le Code du travail, le document unique, vous avez raison, il est culte parce que c'est lui qui oriente l'action. Et deuxième obligation, puisque c'était une deuxième partie de la question, celle que j'ai rappelée tout à l'heure, l'employeur doit, c'est une obligation, protéger la santé physique et mentale des salariés au regard de l'article 41-21 du Code du travail. Donc, les 2 obligations sont là, le quoi faire et le comment le faire. Merci beaucoup, Vincent. Malheureusement, on va devoir arrêter là au niveau des questions-réponses. Je vous remercie vraiment à tous les deux. J'avais juste, Vincent, tu as parlé d'une pétition tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui nous demandait le lien, si tu pourras nous le faire passer. Il faut savoir, c'est cool, pour tous les participants, on va vous envoyer un petit mail pour faire un feedback sur ce webinaire-là. Et je vous glisserai dedans le lien peut-être de la pétition, le lien pour aussi éventuellement avoir le livre La QVT en finir ses conneries. Je vous enverrai aussi un lien pour télécharger le dernier e-book que Julie a rédigé sur comment se lancer justement dans une démarche QVT. Voilà, ça vous permettra d'avoir un petit peu de matière écrite, de lecture après ce webinaire bien engagé. De mon côté, je vous donne rendez-vous le 7 avril pour un prochain webinaire sur la thématique contexte anxiogène, le rôle de l'entreprise dans le sentiment de sécurité. Laïla va vous glisser le lien d'inscription dans le chat si vous voulez. Et puis, écoutez, on peut se rejoindre tous sur LinkedIn. Après, on est très connectés, Vincent, Julie et moi-même. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser plutôt en direct ou à continuer un petit peu les échanges, repositionner vos questions auxquelles on n'a pas pu répondre. N'hésitez pas à nous contacter directement via LinkedIn. On se fera un plaisir de vous répondre. Vincent et Julie, je vous remercie énormément. J'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup, Sonia. Voilà, avoir des échos d'univers différents pour parler de qualité de vie au travail. C'était trop court. Énormément. Ouais, c'était beaucoup trop court. Je pense que c'est la première fois que je déborde de mon timing. Bon, c'est 1 minute en plus, mais je suis ravie. C'était un sacré challenge et vous l'avez relevé haut la main. Merci à tout le monde. Merci Laïla d'avoir été modératrice aussi de ce webinaire. Plaisir. Ouais, merci. C'était très pro, très bien. Merci Sonia. Et puis merci. Ouais, je vous souhaite une excellente fin de journée, vendredi et excellent week-end. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.